Et je vais maintenant passer la parole à Éric Campanini qui va animer la troisième table ronde sur ce thème de l'IA au travail et du management algorithmique, comment en faire un outil responsable. Merci Mathias. Merci aux présidents et présidentes qui se sont exprimés juste avant. On va effectivement poursuivre sur le sujet et autour de ce thème assez essentiel de l'IA au travail, quand on voit, suivant les différentes études, que si on prend l'étude de l'enquête de la Commission européenne, 74% des travailleurs européens s'attendent à une disparition d'emplois due à l'impact de l'IA. Donc, il y a une vraie peur, une vraie interrogation. Et si on regarde côté dirigeant, une étude du BCG parue en mars 2021 alertait sur le fait qu'un dirigeant sur deux surestimerait complètement la maîtrise de l'IA dans l'entreprise, et en tout cas une maîtrise responsable. Donc, on va voir qu'il y a un vrai enjeu sur ce sujet-là, avec une dimension naturellement économique et sociale qui est importante à avoir. Alors, l'idée, c'est avec les différents participants de cette table ronde, vous êtes maintenant depuis 14 heures rompus à l'exercice, on va d'abord prendre une première demi-heure pour poser le débat et les enjeux, et ensuite basculer dans les propositions concrètes qui est effectivement la marque de fabrique de cette journée, de ces états généraux, de façon plus large. Alors, pour lancer le sujet et poser le débat, est-ce que Jérémy Gignot-Katz, vous voulez bien, en tant que directeur côté hashtag le plus important des sujets de management algorithmique et avocat au barreau de Paris, peut-être lancer la dynamique et nous dire mais finalement le management algorithmique, qu'est-ce que c'est et en quoi est-ce un enjeu à la fois pour les entreprises, bien évidemment, mais pour les travailleurs. Posons effectivement peut-être le débat. Jérémy, si tu es avec nous, je te laisse très volontiers l'ouverture des travaux. En tant qu'analyste, j'étais spectateur jusqu'à maintenant. Merci beaucoup, Eric. Donc, effectivement, les algorithmes, c'est un vaste sujet dont beaucoup parlent, mais que peu comprennent. Les algorithmes sont utilisés depuis très longtemps par les entreprises pour optimiser le fonctionnement des machines. Mais depuis plus récemment, ils sont utilisés pour optimiser le travail, donc les interactions humaines, les interactions sociales, les ressources humaines véritablement. Je me permettrai deux mots de définition avant de rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un algorithme? D'abord et avant tout, une recette de cuisine est un algorithme. C'est quelque chose de très simple. Un algorithme est un nombre fini d'instructions et d'opérations mathématiques pour conduire à un résultat. Or, les algorithmes, technologiquement, apprennent, le code crée lui-même du code, et les algorithmes apprennent de façon à affiner leurs données, leurs paramètres, pour essayer d'aboutir le plus possible à la prévision, au résultat qui est attendu d'eux. Ces algorithmes, il ne faut pas les confondre avec le concept plus large d'intelligence artificielle, qui constitue l'ensemble des techniques informatiques visant à permettre à des machines de mimer le fonctionnement de l'intelligence humaine, plus particulièrement dans le processus décisionnel, puisque c'est cela qu'on attend aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Quant au management algorithmique, c'est bien sûr une définition où on va retrouver ces notions, mais c'est aussi une définition qui a été posée d'ores et déjà au niveau européen, également au niveau du Bureau international du travail. Le management algorithmique, c'est un environnement de travail dans lequel des emplois humains vont être attribués, évalués, optimisés par l'intermédiaire des machines, par l'intermédiaire des algorithmes qui vont se nourrir des données, notamment des données de suivi en temps réel de l'activité des salariés. Suivi en temps réel qui peut aller très loin, puisqu'on peut mesurer les déplacements des salariés d'un point A à un point B sur leur lieu de travail en temps réel, le temps qu'ils passent aux toilettes, ou bien leur état émotionnel en fonction de certains mots-clés qu'ils peuvent utiliser dans des emails. D'ailleurs, le Bureau international du travail retient 5 éléments constitutifs du management algorithmique. La surveillance constante, justement, que j'ai commencé à évoquer par des exemples très concrets, l'évaluation constante, l'évaluation permanente des performances des salariés, l'application automatique des décisions sans intervention humaine, ou bien par une intervention symbolique, et l'interaction des travailleurs avec ce système informatique, et la faible transparence des algorithmes, puisque l'un des éléments clés du management algorithmique, c'est l'opacité. L'opacité de ce système qui a plein de conséquences, on ne peut pas toutes les évoquer aujourd'hui, mais notamment la problématique de la dilution de la responsabilité dans la mise en œuvre de ces algorithmes et leurs conséquences.
ces quelques éléments de définition posés, concrètement, que signifie le management algorithmique une fois appliqué à la masse salariale? Très concrètement, c'est d'abord et avant tout mis en œuvre au niveau du recrutement. Ce sont des algorithmes de tri des candidatures avec des mots-clés, avec une analyse sémantique du CV, le matching entre la fiche de poste et le candidat, l'utilisation de robots conversationnels pour commencer à échanger avec le candidat. Tout cela, c'est de l'intelligence artificielle, c'est de l'algorithme appliqué au recrutement, avec tous les risques de biais et de discrimination que l'on commence maintenant à pouvoir évoluer. On commence à avoir un peu de recul là-dessus. D'ailleurs, certains ont dû faire machine arrière de façon spectaculaire, comme Amazon, avec un algorithme mis en œuvre justement pour le recrutement qui n'a pas donné satisfaction, pour parler le plus sobrement du monde. Vous avez également une mise en œuvre du management algorithmique au niveau de la gestion de la main-d'œuvre et au niveau de la gestion des carrières, ce qui signifie donc des décisions de promotion, voire des décisions de rupture des contrats de travail, qui reposent sur des décisions qui sont à minima appuyées, étoffées par des éléments algorithmiques. Dans certains cas extrêmes, la décision est purement algorithmique. On a vu d'ailleurs dans la Silicon Valley, à une époque pas si lointaine, plusieurs centaines de contrats terminés en un seul clic avec la mise en œuvre du management algorithmique. C'est aussi l'attribution des tâches au sein de la masse salariale dans un but d'optimisation des performances collectives et dans certains cas individuels, et le suivi et l'évaluation permanente de ces performances, comme je le disais. Donc, avec la gestion des compétences et des carrières qui est également assistée par le management algorithmique, notamment avec la personnalisation de plus en plus poussée des contenus par poste, par interlocuteur, par salarié. Voilà, schématiquement, les trois grands domaines dans lesquels on doit mettre en œuvre l'intelligence artificielle, le management algorithmique au moment où nous parlons. Concrètement, cela signifie également une étude du cabinet Mercer menée auprès de 7500 managers RH le démontrait. Cela signifie un quadruplement en 4 ans de la mise en œuvre du management algorithmique au sein des entreprises. Donc, c'est un phénomène particulièrement important, même si beaucoup font le choix de l'ignorer en raison peut-être de la complexité technique que cela représente, du caractère un peu futuriste que cela peut représenter. Le management algorithmique, il est totalement opaque, il est totalement invisible, mais il est là, il est bien là. Et l'algorithme ne se contente pas de déterminer le montant de vos primes d'assurance ou de déterminer si vous aurez accès à un crédit. Il est également au sein de votre entreprise. Il est appliqué à votre masse salariale et il prend les décisions avec vous, dans certains cas, sans. Donc voilà, la méfiance est de rigueur. Toutefois, il ne s'agit pas de diaboliser l'outil, mais plutôt vraiment d'en comprendre le fonctionnement, comprendre également ses opportunités, puisque c'est un formidable outil pourvu qu'on en conserve le contrôle. Donc, ceci posé, justement, l'IA au travail représente à la fois des opportunités et des risques. Ces opportunités seront d'abord et avant tout des opportunités en termes de gains de productivité, des opportunités également en termes de bonheur au travail, de bonheur pour les salariés, puisque toutes les tâches les plus répétitives et les plus fastidieuses vont progressivement pouvoir être déléguées à la machine. Une réduction des inégalités également, puisque les biais et les discriminations ne sont pas chez le grand méchant algorithme exclusivement, mais également dans la bonne vieille, entre guillemets, gestion humaine. D'ailleurs, souvent, quand un algorithme est finalement biaisé ou discriminant, il ne fait que reproduire des biais qui préexistaient. Donc, dans le meilleur des mondes, un algorithme bien contrôlé, convenablement mis en œuvre, il va justement tendre à réduire ces biais et ces discriminations. Tout cela, c'est un ensemble d'opportunités qu'il ne faut pas nier. Encore une fois, l'outil en lui-même porte en germe le succès qu'on est en mesure, qu'on est en droit d'attendre. Néanmoins, l'IA au travail représente également des risques. D'abord et avant tout, le risque d'une surveillance accrue, d'une surveillance abusive, ce d'autant que la frontière entre vie privée et vie professionnelle est particulièrement floue à l'heure de la généralisation du télétravail, surtout en des temps de pandémie qui ont accentué le phénomène. Également un risque de discrimination, puisque comme je le disais brièvement, la discrimination peut être dans l'algorithme ou bien, sans trop développer sur ce sujet, dans les données d'apprentissage de l'algorithme, qui sont plus souvent source de discrimination que le code lui-même, le code de l'algorithme, le modèle. C'est également un risque de perte d'autonomie et des risques psychosociaux, puisque l'algorithme peut non seulement être biaisé et discriminant, mais il peut également être harcelant, il peut créer de la souffrance au travail, parce qu'il n'a pas, par nature, l'intelligence de la gestion humaine qu'un salarié est parfaitement en droit d'attendre, qu'un manager digne de son nom doit mettre en œuvre effectivement pour que tout se passe bien au sein de son entreprise. Enfin, c'est un risque
d'obsolescence des compétences, de perte d'employabilité, puisqu'effectivement, il y a une évolution de tous les métiers algorithmés, il y a un déplacement de valeur ajoutée et il y a surtout le besoin de nouvelles compétences pour les travailleurs eux-mêmes qui vont être amenés à interagir avec la machine d'une nouvelle façon. Non seulement la machine est nouvelle, mais également le process, les outils, les connaissances et la compréhension même de ce qui est attendu des salariés peut en être atteinte, puisque effectivement, même si in fine la fiche de poste ne va pas changer, la façon d'aboutir au résultat, de cocher les bonnes cases, ne sera plus la même en raison de la mise en œuvre de cette intermédiation de la machine entre le travailleur et son manager. Ce sont pour les entreprises des risques, par ailleurs des risques juridiques, puisque devant un conseil de prud'homme, le responsable sera toujours l'employeur et non pas le fournisseur de l'intelligence artificielle. Donc des risques juridiques pour l'employeur, des risques éthiques et des risques de réputation sur la marque employeur en cas de problèmes importants et collectifs de justement, par exemple, de discrimination ou de harcèlement ou de souffrance au travail. Donc cette question de la responsabilité juridique, comme j'ai commencé à l'évoquer, est véritablement cruciale pour les entreprises, puisque, comme je le disais, l'employeur sera toujours, au final, la personne responsable devant une juridiction prud'homale, mais sans aller jusqu'à cet exemple, la mise en œuvre du management algorithmique présente un risque de dilution des responsabilités, puisque nous ne sommes plus sur le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l'employeur qui constitue le lien de subordination comme nous l'avons tous appris, comme nous le mettons parfois en œuvre, d'ailleurs, pour certains d'entre nous. Nous sommes sur une incitation plutôt qu'un pouvoir de direction. Nous sommes sur une surveillance invisible plutôt qu'un pouvoir de contrôle. Et nous sommes sur des conséquences très indirectes, mais néanmoins très réelles, sur l'évolution de carrière et sur la rémunération, plutôt que sur un pouvoir de sanction. Donc tout cela est, je ne dirais pas pernicieux, mais quand même assez piégeux et inspire à la méfiance, en tout cas justifie une vigilance accrue. Et tout cela représente un enjeu majeur qui tourne autour de la responsabilité de l'employeur. L'employeur a plusieurs rôles à jouer pour un management algorithmique sain et responsable mis en œuvre auprès de sa masse salariale, mais également pour éviter pour lui-même des risques assez importants qui vont se traduire non seulement en termes de perte d'image dans le pire des cas, mais également en termes de perte de productivité, puisque si les choses se passent sur le plan humain, les chiffres suivent de manière assez naturelle et on tend parfois à l'oublier. Donc, pour autant… Jérémy, est-ce que par rapport à ce cadre-là, pour poser les enjeux, est-ce qu'il y a encore un ou deux enjeux, peut-être juste pour terminer, et qu'on puisse écouter peut-être Eckehart juste après sur le sujet? Il y a un certain nombre de principes qui doivent présider à l'intervention de l'employeur dans la mise en œuvre du management algorithmique. Il y a, comme je le disais, ce principe de responsabilité ou de redevabilité qui est crucial. Aussi un principe de loyauté qui va de pair, qui est une réponse à la problématique de l'opacité des algorithmes, puisque l'algorithme vient se greffer sur un contrat de travail, sur une relation qui est déséquilibrée et sur laquelle doit présider un devoir d'information de l'employeur, c'est une question de loyauté, donc un principe de loyauté qui doit véritablement présider aux actions de l'employeur dans le cadre du management algorithmique, et surtout un principe de réflexibilité, c'est-à-dire un principe de réaction rapide et de vigilance constante, un questionnement régulier, méthodique, délibératif sur l'outil du management algorithmique mis en œuvre, puisque je le disais, le code crée du code, le code évolue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il n'attend pas, donc il faut véritablement une vigilance constante par des gens compétents et qualifiés pour éviter les dérives, puisque s'il n'y a pas de dérive à un instant T, une semaine plus tard, l'outil peut avoir évolué de lui-même. Voilà, autant d'opportunités phénoménales, mais également de risques qui requièrent un certain nombre d'adaptations. Mais je développerai davantage. Merci beaucoup, Eric. Merci Jérémy d'avoir posé effectivement ce cadre-là. On voit bien que ça touche toute l'organisation. Tu parlais de quadruplement d'usage dans les RH là, en 4 ans, et tu rappelais responsabilité, loyauté, vigilance. Peut-être, Eckehart Ernst, est-ce que vous voulez bien partager, enrichir ce premier tour d'horizon sur les enjeux? Je rappelle que vous êtes senior macroéconomiste au sein de l'Organisation internationale du travail. Vous êtes aussi président du Geneva Macro Labs, pour ne citer que ces deux actions. Et vous avez, peut-être pour nous un peu en exclusivité, vous allez publier ce mois-ci un solution paper qui pose le cadre et propose des solutions très concrètes autour de l'IA au travail pour en faire un vrai bénéfice dans le monde du travail.
et pas quelque chose qui peut être vraiment inquiétant pour l'ensemble des collaborateurs. Est-ce que Eckhardt, je vous laisse peut-être poursuivre en quelques minutes sur ce cadre? Très bien. Merci beaucoup. Merci Eric et merci au hashtag le plus important de m'avoir invité et justement me permettre de présenter un peu peut-être les solutions. Alors juste pour contexte, comme ça a été dit, je suis économiste auprès de l'Organisation internationale du travail, en même temps président de Geneva Microlabs qui est on appelle ça un think and do tank ici à Genève autour des objectifs de développement durable. Où on essaie de développement justement concrètement des solutions, d'où le mot solutions paper, des solutions pour un avenir durable et soutenable. Et donc, attendez, je me permettais de partager mon écran. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Donc, alors en exclusivité, effectivement, on avait organisé une conférence l'année dernière autour de l'IA et l'avenir du travail. Et ce mois-ci, on va présenter donc, les résultats ou le résumé de cette conférence qui regroupait 30 experts internationaux du monde académique, du monde de business, des partenaires sociaux et évidemment des organisations internationales. Et donc, ce mois-ci, on va comment dire, présenter un peu un résumé succinct. Donc, Jérémy, il a déjà très bien résumé un peu les défis de l'IA sur le au monde du travail. Mais donc, je vais me concentrer peut-être dans mes quelques minutes que j'ai ici sur les solutions que nous avons extraites un peu de la discussion qu'on a eue l'année dernière avec nos experts. Hein. Et donc, en gros, on a tiré 6 solutions qui nous paraissent essentielles pour comment dire, encadrer le débat. Alors, la première solution, c'est un peu sans surprise, améliorer les compétences digitales. Hein. Ça a été déjà dit précédemment. Et je voudrais insister sur un sujet important. Il ne s'agit pas seulement d'améliorer des compétences digitales des jeunes qui arrivent sur le marché de travail et peut-être un peu les seniors, etc. Mais c'est vraiment améliorer les compétences digitales de tout le monde. Parce qu'on s'observe notamment au niveau des ressources humaines que souvent les managers eux-mêmes ne comprennent pas vraiment l'enjeu de ces nouvelles technologies. Et c'est pas seulement les enjeux, mais aussi les limitations, les limites de cette technologie. Hein. On a souvent entendu aussi pendant la conférence et en discutant avec d'autres experts, il y a un certain hype autour de ces technologies. Donc tout le monde s'imagine que c'est le nouveau monde de travail. Mais en gros, souvent ces technologies sont assez limitées dans ce qu'elles peuvent apporter réellement, y compris à la gestion des ressources humaines. Et on est souvent déçu après, une fois qu'on a dépensé des millions d'euros pour implémenter ces nouvelles technologies, on est souvent déçu des résultats. Donc je pense que vraiment améliorer les compétences digitales, comprendre les limites des technologies, y compris dans le recrutement, dans la gestion des ressources humaines, etc. C'est très important pour justement éviter d'avoir des mauvaises surprises. Renforcer la souveraineté digitale, encore une fois, c'est un sujet qui a été débattu un peu par tout le monde dans les débats internationaux, mais important ici aussi à insister sur le fait qu'il y a vraiment un équilibrage à faire entre d'un côté les besoins des entreprises de rester compétitifs et d'utiliser ces nouvelles technologies, y compris parmi les PME. Je pense que c'est surtout ça qu'il faut insister aussi, c'est que souvent l'orientation technologique est très fortement influencée par les grandes entreprises. On part très peu des besoins des PME. Et souvent, ces besoins-là sont complètement différents et surtout ne nécessitent pas nécessairement des investissements en millions d'euros. Quoi, hein. Et donc vraiment, comment dire, équilibrer d'un côté le besoin des entreprises, mais d'un autre côté, évidemment aussi, la protection de la vie privée, de la souveraineté digitale des employés, hein, comme Jérémy l'avait très bien posé. Je pense que c'est important aussi de trouver ce bon équilibre, et ça peut être dépendant de la situation dans laquelle les différents secteurs, les différentes entreprises se trouvent. Donc, avoir un cadre un cadre réglementaire qui tient en compte justement cet équilibrage. Hein.
Troisième point sur lequel moi j'insiste beaucoup, et à mon avis, c'est surtout au niveau des policymakers qu'on n'a pas encore tout à fait intégré cet aspect-là, c'est que développer un écosystème de régulation de l'IA. Voilà. C'est-à-dire, il ne suffit pas, et j'insiste surtout parce que j'ai vu aussi Anna de l'OCDE là aussi, j'insiste surtout sur le fait qu'il ne suffit pas de poser des principes de régulation. Il faut aussi créer un système, un écosystème de réglementation d'audit effectif. C'est-à-dire, il ne suffit pas non plus de dire, voilà, il y a telle ou telle entreprise ou tel audit qui est nécessaire si après les entreprises d'audit ou les administrations chargées de supervision de ces secteurs-là ne sont pas capables de faire leur travail correctement. On a vu ça dans la finance, ça nous a éclaté dans la gueule en 2008-2009. On voit en ce moment exactement le même souci dans le monde de développement digital, quoi. Donc vraiment développer un écosystème effectif qui permet de pas seulement réguler la transformation digitale ou d'accompagner cette transformation, mais aussi de permettre effectivement de surveiller et d'intervenir si nécessaire. Quatrième point important aussi, c'est considérer l'IA comme une infrastructure. Pareil, c'est pour les entreprises, mais créer un écosystème, pas seulement pour une entreprise, par exemple dans son recrutement, mais un écosystème entre les entreprises, les administrations publiques, l'ANPE, etc., et les institutions de formation pour mieux anticiper les changements, pour mieux accompagner les employés dans leur transition autour de leur carrière, autour de leur vie professionnelle. Hein. Et ça renvoie un peu le premier point, c'est améliorer les compétences digitales. Ici, c'est vraiment important de comprendre quelles sont les technologies qui sont productifs, qui sont efficaces dans cette création d'une infrastructure digitale effective pour les transitions professionnelles. Ce n'est pas évident du tout. Il y a beaucoup d'entreprises qui essaient, très peu qui sont vraiment efficaces dans ce domaine-là. Cinquième point important, il y a beaucoup d'incertitudes aujourd'hui. On voit, et on ne parle pas seulement d'incertitudes géostratégiques ou géopolitiques, mais vraiment une incertitude sur qu'est-ce que l'avenir du travail va nous apporter. À mon avis, ces nouvelles technologies peuvent apporter au moins une chose bénéfique dans ce sens-là, c'est que de nous permettre de réduire cette incertitude en proposant quelques scénarios qui me reste le plus probable. Nous, à OBIT, on a commencé à développer une technologie justement sur la base de l'intelligence collective, d'intégrer un peu les différentes perspectives que les gens peuvent avoir, qu'ils viennent du monde des RH, du monde de politique, du monde des institutions de formation, etc. Donc, de regrouper un peu toute cette intelligence collective et de permettre à l'IA de nous identifier quelques scénarios plausibles pour justement mieux concentrer l'effort aussi bien politique que d'investissement au niveau des entreprises dans ces différents scénarios. Et sixième dernier point, à mon avis, et ça c'est surtout pour des organisations comme la mienne, c'est établir un observatoire du management algorithmique, évidemment en collaboration avec nos partenaires privés, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous importe de pouvoir accompagner cette transformation technologique pour être vraiment à la hauteur de ces enjeux-là. Et donc, je termine juste en vous montrant mon dernier graphique ou mon dernier slide ici. C'est à mon avis, c'est vraiment regrouper une régulation de l'IA basée sur les principes avec la création d'un écosystème réglementaire, comme je disais, qui est vraiment une approche de partenaire. Hein. C'est-à-dire on peut le faire uniquement ensemble avec nos partenaires sociaux, avec nos partenaires politiques et avec nos partenaires, évidemment, du monde entreprise et du monde des institutions d'éducation et de formation. Merci beaucoup, Eric, et merci à hashtag le plus important. Merci, Eckhart, extrêmement clair. On comprend bien que à la fois le sujet n'est pas simple et qui nécessite effectivement de mobiliser un écosystème assez large. Peut-être Hélène Chinal, si vous voulez donner votre vision en complément de ce qu'on a vu jusque-là. Je rappelle que parmi les multiples activités que vous avez, vous êtes ici en tant que board member de Impact AI, qui est aussi un think et do tank.
qui fédère différentes parties prenantes. Je trouvais que c'était intéressant de nous faire rebondir là maintenant pour voir votre vision par rapport à ce qui était évoqué jusque-là et si on devait retenir quelques propositions, quelles pourraient être pour pouvoir reprendre le contrôle de l'IA au travail. Déjà, merci de m'avoir invité. Et effectivement, peut-être pour revenir sur Impact AI, qui est un signe est doux, et vous avez raison d'insister sur le doux. En fait, ce collectif a été créé au moment du rapport Villani, à un moment où on entendait beaucoup de peur en fait vis-à-vis de l'IA, dans le monde du travail en particulier. Et donc, notre objectif, ça a été de co-construire dans un écosystème avec des petites, grosses et moyennes entreprises, mais aussi des écoles, des associations, finalement, de travailler sur un certain nombre de sujets autour de la démystification de l'IA, de détruire les peurs, et pour ça, un gros travail autour de l'éducation. L'éducation au sens anglo-saxon du terme. Donc, c'est d'ailleurs un groupe que j'anime depuis la création de ce Think and Do Tank, où finalement, on a pris 2 angles d'attaque un peu différents sur ce sujet. Comment l'IA peut contribuer finalement à l'apprentissage et à la formation, qui est un registre assez différent que celui qu'on évoque aujourd'hui. Mais ça, c'est un élément qui est important. Mais le premier axe sur lequel on a travaillé, c'est finalement qui et comment doit-on former à l'intelligence artificielle dans une logique justement d'une IA responsable. Donc, le premier travail qu'on a fait, c'est tout simplement quelque chose qui n'existait pas, hein, qui était la collecte des formations qui pouvaient exister. Et il y a 4 ans, il en existait un certain nombre, mais pas tant que ça. Et donc, d'offrir ce catalogue pour qu'il soit consultable à tous, que ce soit en primo-éducation, mais aussi dans la formation continue. Comment peut-on se former à l'IA quand on se pose des questions? Donc, première action qu'on a menée. La deuxième action, ça a été de réfléchir à quel est l'impact de l'intelligence artificielle sur les métiers dans l'entreprise. Et du coup, là, on a produit un livre blanc en interviewant des personnes qui avaient un impact de l'intelligence artificielle dans leur métier dans 4 secteurs différents d'activité, qui sont l'assurance, l'éducation, la relation client, et le 4e, j'ai un trou de mémoire. Quel est le dernier? Bon, c'est pas grave. Et donc, ce qu'on en a ressorti de ce livre blanc, c'est qu'il y avait la nécessité finalement de faire comprendre au sein de l'entreprise, et pas seulement sur les métiers pour lesquels ça a un impact, mais aussi au management de ces métiers, ce que c'est que l'intelligence artificielle, de créer une pluridisciplinarité au sein de l'entreprise pour comprendre l'intelligence artificielle et ce qu'elle a comme impact. Donc ça, c'est un point qui est complexe, hein, parce qu'en fait, on parle d'algorithmique, donc métier de mathématicien et d'informaticien, mais dans la réalité, un algorithme, il fonctionne que s'il y a la technique, mais il y a aussi de la compétence métier autour de l'usage de cette intelligence artificielle. Et donc finalement, de regrouper au sein de l'entreprise des personnes pour construire une intelligence artificielle qui soit réellement au service de l'usage et pas du contrôle. C'est un point qui a été évoqué dans la peur qu'on a identifiée autour de l'intelligence artificielle, c'est est-ce qu'elle va me remplacer finalement l'intelligence artificielle dans mes tâches? En fait, l'idée générale dans l'entreprise, et ça a été dit aussi, c'est plus d'efficacité, supprimer des tâches à moindre valeur ajoutée et finalement aider à la décision. Et donc, pas remplacer l'humain, mais aider l'humain à mieux travailler, à être plus efficace et finalement augmenter sa propre valeur ajoutée et la valeur ajoutée dans l'entreprise. Donc, ce qu'on a tiré de ça, c'est que d'abord, il fallait faire comprendre aux managers et au plus haut niveau des entreprises ce que c'est que l'intelligence artificielle, ses risques et ses opportunités. Et ça, finalement, on s'est rendu compte par ces interviews que ce n'était pas assez fait et que c'était un des éléments clés qu'il fallait mettre en œuvre. Dernier élément, en fait, qu'on a construit, en toute logique avec ce qu'on a vu, c'est de la sensibilisation par un certain nombre d'événements qui ont touché à la fois des publics professionnels, mais pas que, pour partager avec ce public ce que c'est que l'intelligence artificielle, ce qu'est son impact. En fait, en gros, enlever un certain nombre de peurs, essayer de rendre les sujets plus transparents et aussi faire comprendre à comment l'aborder
qu'on soit jeune, moins jeune, et finalement comment être plus fort par une meilleure connaissance de l'intelligence artificielle dans l'entreprise, sur son métier, mais aussi sur sa manière de fonctionner au sein de l'écosystème. Donc, voilà un premier travail qui a été fait au sein d'Impact AI. Un autre sujet peut-être plus pointu, en fait, ça a été évoqué aussi, tous les métiers peuvent être concernés par l'intelligence artificielle. Donc, avec un des membres d'Impact AI, qui est spécialiste de formation, on a monté une formation pour les ouvriers et voir quel est l'impact finalement de l'intelligence artificielle sur leur poste de travail. Donc, on a élaboré cette formation à la fois avec des industriels et des personnes directement concernées finalement par ces formations pour offrir cette formation à des personnels pas forcément qualifiés, mais qui sont confrontés dans leur quotidien à l'usage de l'intelligence artificielle et donc mieux la comprendre, qu'elle fasse un peu moins peur et du coup qu'elle soit plus utile. Voilà ce que je voulais témoigner concernant Impact AI et sur les travaux qu'on a menés autour de ces sujets. Merci, Hélène, pour cet éclairage. Je me suis permis de regarder rapidement les 4 métiers, c'est assurance, relations clients, santé et éducation. Ah, santé, j'avais oublié la santé qui est quand même très important. Qui est quand même évidemment très, très impacté. Et je vous invite aussi à regarder les travaux qu'on a pu mener côté hashtag le plus important sur l'impact de l'IA dans la santé, qui est effectivement très, très marqué. Vous avez raison sur ce sujet d'éducation. Le chiffre que je rappelais tout à l'heure de 74% des travailleurs européens qui considèrent que l'IA va remplacer un certain nombre de métiers ou d'activités. En fait, ce chiffre-là chute de moitié à partir du moment où les travailleurs sont davantage informés. Et je crois que dans votre étude 2020, vous notiez que les chiffres étaient en baisse de 11% par rapport à 2018, justement sur la crainte que les travailleurs pouvaient avoir. Donc l'idée, ce n'est pas non plus de tomber dans l'angélisme complet, ni de diaboliser, mais de trouver le juste équilibre. C'est peut-être une bonne transition, et merci encore une fois, Hélène Chinal, pour écouter Olga Kokchagina, qui est enseignante chercheuse en management de l'innovation à Mines ParisTech et l'EDEC Business School. Vous êtes ici en tant que membre du CENUM. Ça intéressant, je rebondis sur ce que vous avez éclairé tout à l'heure, l'importance de cet observatoire que vous avez rappelé aussi, Hélène Chinal. Est-ce que vous voulez rebondir sur les premières interventions et peut-être nous expliquer d'abord le rôle du CENUM dans ce contexte? Oui, tout à fait. Tout d'abord, merci beaucoup et merci pour votre invitation. Donc déjà, on a présenté, je pense, que le panorama assez riche de ces sujets, et je vais essayer de rebondir justement sur le rôle de CENUM et comment et en quoi en fait on travaille sur des sujets connexes. Donc le CENUM, c'est le Conseil national du numérique, donc CENUM est plutôt une commission indépendante chargée de porter une réflexion ouverte finalement sur la relation des humains au numérique. Et en fait, le Conseil a été créé en 2011. Et là, en fait, le constat depuis le début de cette mandature qu'on a commencé en 2021, c'est qu'on a suffisamment avancé sur les sujets du numérique, finalement, on a pu créer en France les entités différentes qui sont quand même bien représentées pour soutenir les entreprises dans tout ce qui est le conseil sur le numérique. Et en fait, aujourd'hui, en fait, on a vraiment besoin d'avoir cet espace de réflexion, finalement, sur quel est l'impact du numérique pour nos sociétés, pour nous en tant qu'individus, pour finalement les organisations différentes. Et en fait, avec cette perspective, en fait, on a lancé notre mandature l'année dernière avec les 17 membres qui viennent de horizons très différentes, donc des chercheurs, des journalistes, des avocats, pour vraiment décortiquer des sujets qui nous semblent importants. Et donc, juste pour vous donner quelques exemples, donc c'est finalement la construction des savoirs. Donc, on a parlé tout à l'heure de l'éducation, qui est super important. On a aussi tout ce qui est l'économie de l'attention, la désinformation, finalement la relation en machine, notamment dans le cadre du travail. Donc, le sujet sur lequel on a commencé à travailler maintenant avec la perspective de justement de regarder finalement quelles sont ces techniques qui impactent et qui transforment finalement les processus psychiques et nos capacités de penser en tant qu'individu et d'un groupe, et comment même ça peut transformer aussi nos corps en fait, et finalement la relation humain-robot
dans le travail. Et donc, vous voyez que je lance à un peu des différentes thématiques, mais en fait, on voit très bien comment le management algorithmique est un sujet central dans toutes ces thématiques-là. Et donc, peut-être juste pour vous donner quelques exemples un peu plus concrets et rebondir sur des propositions. Tout d'abord, bravo à le hashtag le plus important, finalement, Impact AI et même Geneva Macro Lab pour pouvoir lancer justement les white papers et des propositions concrètes sur des sujets. Et je pense qu'on retrouve pas mal des éléments qu'on a pu identifier, les recommandations faites par CNUM à travers de différents dossiers, finalement, et même les dossiers sur lesquels on est en train de travailler. Donc, juste en tant qu'un exemple, donc une des propositions sur lesquelles que le hashtag le plus important à identifier, c'est bien sûr l'investissement social. Et en fait, nous, on a pas mal insisté aussi dans tout ce qui est la culture numérique partagée, finalement, comment on peut mettre en capacité les individus. Donc, Hélène, tout à l'heure, a parlé de l'éducation. Donc, c'est quand même un sujet qui est super important et on peut vraiment penser l'éducation au sein de l'école, bien sûr, mais aussi au sein de l'entreprise. Donc, comment on arrive de ne pas seulement augmenter finalement les compétences techniques, mais aussi bien penser cette culture numérique, vraiment aider à questionner le choix et les outils qu'on utilise aujourd'hui. Du coup, comment on arrive à accompagner les employés finalement et même les managers, parce qu'en fait, on voit très bien que cette prise de conscience, souvent, elle est indispensable. Et en fait, la plupart des employés ne sont même pas conscients des risques en fait, on voit avec les algorithmes utilisés dans le cadre du travail. Un autre exemple peut être le design. Donc, on parle souvent, dès qu'on parle de management algorithmique, à mon avis, de l'utilisation. Donc, comment, en fait, en utilisant des solutions, en fait, ça peut impacter nos pratiques, mais on peut tout à fait imaginer, et en fait, la technologie n'est pas neutre, bien sûr. Donc, en fait, on a toute une discipline qui a été créée, qui est la captologie et technologie persuasive. Donc, en fait, on cherche tous les jours à travers des plateformes à capter nos attentions, à regarder, en fait, comment on peut garder les employés en ligne ou même les individus en ligne le plus long terme possible. Et bien sûr, ça impacte le travail. Du coup, comment, en fait, on peut aussi imaginer et réduire un peu les différents éléments et concevoir finalement les machines et les technologies qui vont être différentes. Et bien sûr, il y a déjà des exemples de technologies contributives, donc les technologies de collaboration, d'indexation, d'utilisation des différents secteurs qui existent. Donc, on va bien sûr pas rentrer dans le sujet des technologies, mais en fait, c'est juste pour dire qu'on a tout à fait cette possibilité de repenser le design un peu plus contributif et regarder les technologies différemment liées à leur business model. Donc, aujourd'hui, les technologies et les plateformes qu'on utilise au travail sont quand même très basées sur la captation de notre attention et le temps qu'on passe à l'écran aussi. Et juste pour peut-être terminer, je n'ai pas envie de prendre beaucoup de temps. En fait, aujourd'hui, je pense qu'on parle beaucoup de travail en général, mais en fait, comme on a souligné tout à l'heure aussi, on a des PME et en fait, peut-être les problématiques sont très différentes des grandes entreprises. Donc, on va vraiment peut-être bien rentrer sur cette nature de travail. Donc, de qui on parle? Est-ce que c'est des impacts pour des managers, pour des employés? Parce qu'en fait, on voit dans les travaux de recherche que ça commence à être très différent d'un côté. Et puis de l'autre, en fait, on va peut-être éteindre nos discussions sur l'impact de l'IA finalement à des travailleurs subalternes. En fait, je pense qu'il y a pas mal d'études qui existent sur les gig workers, mais en fait, les travailleurs subalternes, ça n'existe pas forcément. Donc, on voit que ça nous impacte différemment. Mais en fait, comment on peut prendre ça en compte, notamment à travers des différentes propositions qui ont été faits au niveau finalement éducatif, régulatif, au niveau de l'écosystème. Donc, on a parlé tout à l'heure finalement de cette approche écosystémique que j'aime bien. Et en fait, je pense que de toute façon, pour pouvoir porter réflexion sur l'impact de l'IA, on doit finalement penser en partenariat avec les différentes institutions. Donc, juste pour terminer, donc le genre fondamental, et je pense que vous avez bien posé ça comme débat, c'est bien sûr, en fait, cette sens est renouvelé et le contenu de travail qui est renouvelé et qu'on va mettre au centre de débat dès qu'on parle de management algorithmique. Donc, je vais me terminer là-dessus. Merci beaucoup, Olga. C'est effectivement très clair. J'aime bien l'idée de descendre dans une granularité, en fait. Je veux dire, finalement, qui ça impacte
il y a les gig workers, mais il y a aussi effectivement dans les entrepôts des personnes qui commencent à dire, dans les centres d'appel, qui commencent à dire qu'ils ont le sentiment d'être une sorte d'escroissance de la machine. Et donc la question du sens est évidemment extrêmement importante et l'impact qu'il peut y avoir. Peut-être pour terminer ce tour de table, Anna Biolkaya, vous êtes une experte internationale sur ces sujets-là. Je serais curieux d'avoir votre point de vue. Évidemment, il y a une question de réglementation locale et internationale, mais cette mise en perspective internationale est intéressante. Et peut-être qu'on pourra enchaîner après sur une notion qu'on n'a pas beaucoup évoquée jusque-là, qui est vraiment le dialogue social au sein de l'entreprise, entre syndicats et direction, mais je reviendrai dessus un peu plus tard. Est-ce que vous voulez prendre la suite sur cette vision plus internationale? Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Vous me posez un grand défi parce que tout était déjà presque dit par tout le monde, donc c'est très difficile maintenant à reprendre le cap, mais juste pour dire que je crois qu'au niveau international, mais aussi au niveau national, c'est important de commencer à faire une taxonomie des utilisations de l'IA. Je crois que ça a un lien avec ce qu'avait dit Olga justement. Ça veut dire qu'il faut vraiment regarder par rapport à la taille de l'entreprise. Il faut regarder quel statut de travailleurs ont. Est-ce que c'est un salarié? Est-ce que c'est un travailleur indépendant? Est-ce que c'est justement un travailleur qui travaille sur des plateformes, des gig workers, etc. Après, il faut aussi, et ça c'est bien évidemment très important, il faut aussi distinguer des types de l'IA. Donc, ça veut dire des technologies même. Est-ce que c'est un logiciel? Est-ce que c'est un objet connecté? Est-ce que c'est une technologie portable qui a été donnée à un travailleur pour mettre pendant tout son temps au travail, etc. De quoi s'agit-il? Est-ce qu'il y a une fonction spécifique liée à cette technologie? Donc, ça veut dire tout ce que Jérémy a évoqué tout à l'heure. Est-ce que c'est une outil qui est utilisé pour le recrutement? Est-ce que c'est un algorithme de gestion? Est-ce que c'est un algorithme décisionnel qui attribue des tâches pendant le travail, etc. Et après aussi, troisièmement, vous voyez comment il fonctionne. Et quel est le grade de l'intrusion? Ça veut dire, est-ce que l'algorithme est presque autonome ou est-ce qu'il y a un être humain qui observe le fonctionnement complètement, des parties du fonctionnement, etc. Parce que ça, c'est décisif après pour savoir quel droit peut être appliqué pour réclamer des droits, pour rebondir sur certains défis, etc. Et aussi pour entamer le dialogue social après aussi. Donc, il faut savoir ça, l'implication managériale, degré de l'autonomie de l'outil même, mais aussi des travailleurs en utilisant ou en étant soumis à cet outil-là, etc. Donc, il faut vraiment, à mon avis, avoir une taxonomie comme ça. Quels acteurs, quels outils sont utilisés, quels droits s'appliquent, etc. pour trancher des bonnes pratiques déjà qu'il existe, mais aussi pour justement savoir quels droits on peut appliquer. Après, je suis bien d'accord avec Gerhard qu'on doit aller beaucoup plus loin des principes internationaux. Des principes internationaux, c'était bien il y a quelques années, juste pour dresser un peu le paysage, pour voir qu'est-ce qui est important. Il y a des principes directifs de l'OCDE, bien évidemment, mais ça, c'est que le début. Après, bien évidemment, il faut regarder s'il faut vraiment avoir de nouvelles lois, de nouvelles réglementations spécifiques et quels droits qui existent déjà peut-on aussi appliquer sur certains défis. Donc, je pense dans ce regard-là sur le code du travail française, mais aussi au niveau européen, il y a des directives par rapport à ça. Et il y a bien évidemment la réglementation concernant les données, le traitement des données personnelles, mais qui aussi peut être appliqué, même si pas forcément complètement, mais au champ du travail. Donc ça aussi, il faut regarder qu'est-ce qu'on a déjà et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et je vais revenir peut-être sur ce point-là après quand on parle brièvement sur des solutions.
Mais pour terminer, mon troisième point, c'est vraiment pour revenir sur l'introduction des systèmes d'IA au sein d'une entreprise. Parce que là, pour moi, il y a deux choses à regarder. Il y a le choix managérial qui a été fait. Est-ce que ce choix était fait d'une manière déjà transparente? Ou est-ce qu'un outil était introduit incognito? Est-ce que les travailleurs savent même qu'un outil est utilisé? Ou à quel moment ont-ils été informés? Est-ce que c'était ex ante ou bien après quand l'outil était déjà mis en place? Donc ça, c'est important à savoir aussi. Est-ce qu'il y avait un espace de co-création au début? Est-ce qu'il y avait vraiment un débat sur ce qu'une entreprise a vraiment besoin au conseil d'administration, par exemple, ou pas? Oui, et est-ce que les droits de l'information et de consultation ont été accordés aux travailleurs ou à leurs représentants, etc. Je crois aussi par rapport au choix managérial, par rapport à quel outil utiliser, il faut aussi savoir est-ce qu'ils ont vraiment considéré à poser des limitations par rapport à qu'est-ce qu'on a vraiment besoin comme outil. Est-ce qu'ils ont considéré des alternatives? Parce qu'il y a quand même pas mal d'alternatives sur le marché. Il y a des outils moins intrusifs que d'autres. Est-ce qu'ils ont pensé à le degré de surveillance, à l'agence humaine, etc. Et après, concernant la qualité du travail, il faut aussi après regarder est-ce que la qualité du travail a augmenté avec la productivité, bien évidemment, ou est-ce qu'il y a des soucis par rapport au stress augmenté, par exemple, des travailleurs parce qu'ils sont trop surveillés, ils sont trop contrôlés par des différents outils et logiciels. Est-ce qu'il y a une perte ou une augmentation des compétences? Est-ce qu'il y a des discriminations? Et on sait qu'il y a beaucoup de discriminations lors du recrutement. Ça, je crois que c'est assez connu comme problème, mais c'est assez grave. Ça peut avoir des impacts très, très importants sur comment les emplois sont accordés et comment certains groupes n'obtiennent pas des jobs en comparaison avec d'autres, etc. Donc, ça peut avoir des conséquences économiques au long terme qui sont assez graves. Et après, est-ce qu'il y a aussi un impact sur la sécurité du travail? Ça veut dire, est-ce que des décisions ont été prises par rapport à la démission, par rapport à la mise à pied, etc., des travailleurs sur des plateformes, dans des entreprises classiques, etc., qu'ils ont été motivés par des logiciels, par l'IA qui a donné un avis sur la performance ou sur le ranking d'un certain travailleur. Donc, je crois qu'il y a des sujets assez pertinents qui sont déjà là, des impacts de l'IA au monde du travail. Et si on peut après revenir sur justement qu'est-ce qu'on peut faire avec tout cela, international, ce sera intéressant. Et c'est une bonne, merci Anna, c'est une bonne transition et j'aime bien effectivement cette idée de taxonomie pour poser le sujet sur effectivement de quoi on parle, pour pas non plus diaboliser chacun des axes. On a une question de la part du public là, qui dit est-ce qu'on a des études aujourd'hui qui montrent l'impact de l'usage de l'IA en termes de risques psychosociaux? Est-ce qu'il y a à la volée des premiers chiffres qui ressortent aujourd'hui qui permettraient de contextualiser encore plus le sujet? Moi, je peux commencer à répondre parce qu'on est en train de regarder justement ces travaux-là. Donc, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est que oui, en fait, on commence à identifier, à avoir peut-être des études qui montrent des effets négatifs possibles. Mais en fait, c'est que des exemples. Aujourd'hui, en fait, on a en fait, on n'a que des corrélations, mais en fait, on manque un peu des causalités. Donc, en fait, on voit des effets néfastes, mais en même temps, ça peut être lié à quelque chose d'autre. Donc, il faut vraiment regarder quels sont d'autres environnements et d'autres aspects qui peuvent peut-être influencer ces effets négatifs. Donc, en fait, on a, si vous voulez, que des alertes, mais on n'a pas encore de causalités qui sont établies de façon très robuste, qu'on peut justement montrer en toute conscience, en fait. D'accord. Merci Olga. Anna, je ne sais pas si vous avez quelques chiffres déjà sur ce sujet-là, où effectivement vous confirmez, comme dit Olga, qu'on est plus sur du qualitatif aujourd'hui.
plus que sur du quantitatif? Non, je ne connais pas des études vraiment qui sont comme telles, mais il y a beaucoup de sondages qui ont été faits par des syndicats au sein de leurs membres avec des questions très concrètes, très ciblées sur, par exemple, quand un système de l'IA a été introduit au sein de votre entreprise. Est-ce que vous avez ressenti ça et ça, ou est-ce que vous avez eu tel et tel problème, ou, etc. Donc, il y a des sondages et des résultats des sondages comme ça qui existent. Peut-être justement pour rebondir, je vais vous laisser la parole, Anna, si on devait garder une à deux propositions très concrètes de ce qu'il faudrait faire aujourd'hui. Donc, vous avez parlé effectivement de fixer cette taxonomie tout à l'heure et de poser un certain nombre de questions sur l'usage. Qu'est-ce que vous aimeriez partager là comme proposition concrète? Si on devait en garder une ou deux, qu'est-ce qu'il faudrait retenir selon vous? Je crois que je suis d'accord qu'il faut former des gérants, des managers, mais aussi il faut former des DPD par rapport aux sujets qui sont liés vraiment au algorithmic management. Et il faut bien évidemment former des représentants des travailleurs concernant quelles questions faut-il poser le conseil d'administration, ou quoi qu'il en soit comme structure à laquelle ils ont droit à poser des questions. Donc ça, je crois que ça c'est très important, et ça c'est l'étape, la première étape pour entamer le socle social ou la négociation collective. C'est de comprendre de quoi on parle, parce qu'il y a une vraie, je dirais, une insécurité au sein des travailleurs, en se disant on n'a pas le même savoir comme les dirigeants ou comme les gens qui travaillent dans le numérique, etc. On ne connaît pas de quoi ils parlent, et on ne comprend pas vraiment des utiles. Et après, ça c'est une chose. L'autre chose, c'est, j'ai déjà dit, on a le code du travail qu'on peut appliquer. Certainement, on a le RGPD qu'on peut appliquer aussi dans un certain sens, mais je crois que où on a besoin d'une nouvelle réglementation, vraiment, c'est sur la transparence. Et là, il faut vraiment travailler beaucoup plus sur les droits des devoirs de l'entreprise. Il n'existe pas un devoir de vigilance par rapport, par exemple, à l'introduction de l'IA. Il n'existe pas une vraie certification en tout ce qui concerne des outils du management algorithmique qui puissent se faire, par exemple, au niveau des branches, aussi pour créer plus de la transparence. Et je crois qu'il faut aussi avoir justement des devoirs des entreprises pour faire une documentation, par exemple, détaillée des fonctionnements des algorithmes, mais aussi par rapport aux données qu'ils utilisent et qu'ils sauvegardent, qu'ils collectionnent et qu'ils partagent après, et avec qui, etc. Et je crois que sans cette base pour justement augmenter la transparence, on ne peut pas avoir une négociation collective, par exemple, ou un dialogue social qui amène à quelque chose d'autre que maintenant. Donc, il faut vraiment travailler sur ça. Et les projets européens ne sont pas encore là. Ils sont en train d'être discutés, mais ils vont voir le jour, comme on sait tous, d'ici quelques années. Et ils ne sont déjà pas suffisants par rapport à ces questions-là. On voit ça déjà. Oui, par rapport à un phénomène qui s'accélère. Donc, formation d'un côté, transparence de l'autre. Peut-être, Hélène, si vous deviez retenir une ou deux propositions très concrètes de recommandations pour à la fois les personnes qui nous écoutent et les entreprises et les partenaires sociaux, ce serait quoi? Je souscris exactement à ce qui vient d'être dit, hein. Transparence et formation. Je pense que l'IA, ça a été dit dans la conférence précédente, c'est un sujet totalement pervasif aussi, hein. Donc, certes, je pense qu'il faut former le management, il faut former les salariés, mais je pense qu'il faut prendre le sujet aussi un petit peu en amont. Dans les études scolaires et supérieures, pour qu'il y ait un minimum d'éducation commune sur tous ces sujets-là. Donc, je pense qu'il faut aussi élargir le sujet pour rendre le sujet plus compréhensible, parce qu'il est quand même vu encore aujourd'hui comme une affaire de spécialistes. Et je pense que rendre les sujets transparents, c'est aussi ça. Ok, peut-être Eckehart, si vous voulez rebondir, s'il y avait une ou deux propositions à garder de façon très concrète. Oui, merci.
Je rajouterai sur les questions de transparence et de formation un thème qui, moi, m'est très cher toujours, c'est la prévision des nouveaux risques qu'on n'a pas encore vraiment qu'on a anticipé concrètement. Et il y a des développements qui m'inquiètent beaucoup, notamment autour des nouvelles réglementations proposées par la Commission européenne qui en fait sont très influencés maintenant par les GAFA, par les grandes entreprises digitales, qui essayent justement comment dire, limiter un peu l'impact de ces réglementations parce que les policymakers souvent n'anticipent pas concrètement l'impact que ça peut avoir. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le thème de créer des organismes, des observatoires indépendants qui justement peuvent prévoir peut-être de manière indépendante ces nouveaux risques qui sont en train d'émerger. On a souvent tendance à ne pas analyser ce qu'on ne connaît pas. Et l'IA pose vraiment ce problème. Hein. C'est complexe comme sujet. Même les scientifiques qui s'en occupent ne connaissent pas nécessairement tous les détails. Et nous, en tant qu'amateurs, entre guillemets, on est obligé après intervenir en essayant de réglementer. Donc je pense que vraiment avoir des experts de pluridisciplinaires qui prévoient des nouveaux risques émergents ou potentiellement émergents dans ce domaine, pour moi, c'est très important. Ça rejoint aussi la question de l'observatoire qu'on évoquait tout à l'heure sur ce sujet. Olga, peut-être une reco avant de laisser la parole à Jérémy pour conclure. Oui, bien sûr. Donc, je rejoindrai aussi tout à fait des propositions qui ont été faites. Et juste peut-être pour rebondir, donc oui, les observatoires sont très importants et je pense que je rejoindrai votre point sur des régulations. Je pense aussi qu'on est en train de réguler que des grandes plateformes, peut-être. Il y a d'autres cas qui commencent à émerger ou d'autres pratiques néfastes qu'on doit quand même regarder et anticiper pour le futur aussi. Du coup, je ne sais pas si c'est le rôle d'observatoire ou même dans les entreprises, on peut instaurer des pratiques d'utilisation et des réflexions où en fait, au final, les gens peuvent collecter un peu des bonnes pratiques, des mauvaises pratiques. Il y a des sites, par exemple, qui existent sur les dark patterns où en fait, on essaie justement d'utiliser un peu une intelligence collective pour pouvoir décortiquer et s'informer aussi sans finalement attendre juste la régulation qui va peut-être pas non plus changer complètement la façon comment les entreprises fonctionnent et comment les plateformes évaluent. Et peut-être juste pour ajouter une autre partie sur laquelle j'aimerais bien que peut-être les régulations avancent dans le futur. Ce n'est pas juste à réguler nos pratiques d'utilisation, mais aussi la façon comment ces solutions sont conçues aujourd'hui. Donc, pour revenir justement sur le design abusif, les designs trompeurs qui existent aujourd'hui. Donc, peut-être il y en a, et ça, à mon avis, c'est au niveau des régulations plutôt. Donc, comment en fait, on peut soutenir cette pratique de transparence sur la façon comment les solutions sont conçues aussi. Et il y a peut-être aussi, merci Olga, je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure, sur cette logique de certification au niveau des branches. Il y a probablement aussi au niveau de la certification à titre individuel, pourquoi pas afficher à titre individuel en tant que salarié que je suis sensibilisé et sensible à ces sujets de responsible AI. Un peu comme j'affiche mon TOEFL, finalement, je pourrais afficher aussi une sorte de score de compréhension générale sur le sujet, pourquoi pas demain. Merci. Peut-être, Jérémy, pour terminer ce tour de table de propositions très concrètes, en quelques mots, des recommandations de ton côté. Je vais essayer en quelques mots, mais effectivement, transparence et formation, les mots-clés qui ont été martelés, ils sont très justes. On ne peut pas faire sans les partenaires sociaux. On ne peut pas implémenter raisonnablement ces solutions sans les partenaires sociaux. Donc, dialogue social, avec une notion qui est très importante et qui est chère aux praticiens du RGPD, d'ailleurs, c'est la notion d'analyse d'impact. Les partenaires sociaux, le dialogue social, il ne faut pas le mettre en œuvre une fois que le management algorithmique est en marche, est en vigueur, est appliqué. Il faut déjà s'interroger avec les partenaires sociaux sur l'opportunité. Ce n'est pas parce qu'un outil technologique existe qu'on en a besoin. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Comment va-t-on le mettre en œuvre? Analyse d'impact, quelles vont en être les conséquences, et tout ça en amont de la mise en œuvre. Ce point est essentiel. Et par ailleurs, les partenaires sociaux pourraient tout à fait faire appel à des data experts pour développer l'expertise qu'ils n'ont pas encore, soyons optimistes, de la même manière que pourront le faire les partenaires sociaux dans le cadre du dialogue social qui est déjà prévu par un texte européen. Justement, la proposition de directive du 9 décembre 2021 pour les conditions de travail des travailleurs des plateformes, qui va tout à fait dans ce sens d'un dialogue social sur la mise en œuvre du management algorithmique. Mais pourquoi s'en tenir aux plateformes, puisque le management algorithmique
pour insidieux qu'il est, se répand partout et bien au-delà justement des plateformes. C'est ce qui nous a mis aujourd'hui. Merci, merci à chacune et chacun. On voit bien que, merci pour ce mot de conclusion, effectivement, l'IA se répand dans l'entreprise et il est urgent de monter le niveau de compréhension en termes de formation et de transparence. Si je devais garder ces deux termes, je crois que ce sont des termes assez forts que vous avez pu partager. Merci beaucoup pour vos interventions et vos propositions très concrètes. Je vais maintenant passer la main à Nathalie Bassalaire pour la dernière table ronde de la journée sur faire de la responsabilité sociale un levier d'inclusion professionnelle. Voilà, Nathalie, the floor is yours, comme on dit en bon français. Je vous souhaite une bonne continuation.